Bonjour à tous. Alors là, on va s'attaquer à notre dernière série de TD, la série numéro 5, qui va porter sur l'analyse sémantique et la génération de codes intermédiaires, notamment en l'occurrence la génération de quadruplés. Alors là, donc on va essayer d'aller directement aux exercices les plus pertinents. On va commencer avec un premier exercice où on va s'entraîner un peu sur la génération de codes intermédiaires et par la suite on va enchaîner avec deux autres exercices qui vont nous donner une idée sur l'introduction des routines sémantiques dans des instructions communes que vous allez retrouver dans vos langages de haut niveau tels que les boucles, tels que les non pas les use cases mais les switch cases, pardon. Et je pense que ça vous donnera une idée assez précise de cette partie de la compilation. Donc, on commence tout de suite par l'exercice 1. Alors, premier exercice, exercice 1. Alors là, je vais peut-être agrandir la police. Exercice 1. Alors, la question est toute simple. Au niveau de cet exercice, on nous demande de traduire les instructions suivantes sous forme de quadruplé. Alors, quelles sont les instructions en question? Alors, je vais vous donner un certain nombre d'instructions. Je pense que, mais je vous encourage vivement de les faire chez vous. Mais nous, voilà, on n'aura pas le temps de tout traiter, donc on va traiter uniquement quelques-unes. Mais même par rapport à celles qu'on va traiter, donc j'insiste sur ce point, cliquez sur pause, arrêtez la vidéo et essayez de traiter ces instructions par vous-même avant de voir la solution. Sinon, ça n'aura pas trop d'intérêt. Et croyez-moi, ça n'aura pas trop d'intérêt parce qu'il suffirait de... Ça va vous paraître logique, la traduction va vous paraître logique parce qu'elle l'est. Il suffira par la suite de modifier l'instruction, ne serait-ce que légèrement. Vous aurez énormément de mal à refaire le même travail. Donc, ne sous-estimez pas ces opérations de traduction. Ok? Donc, première instruction, alors ce que je vous propose, première instruction, on va traduire l'instruction suivante. A reçoit, alors ça c'est une opération arithmétique, A plus B multiplié par C, le tout plus B plus B fois C, B plus B fois C, moins F fois G. F fois G. Alors, cette opération en entier entre parenthèses, plus F multiplié par G et multiplié par B. Voilà, donc ça, c'est notre première opération à traduire. Je vais vous ajouter une seconde. A reçoit A plus B multiplié par, je vous la parenthèse, D plus A divisé par D plus B. Alors, le tout entre parenthèses multiplié par C. Parce que j'ai oublié une parenthèse. Non. Voilà. Alors, on va ajouter une troisième instruction. Alors celle-là est un peu différente. On va affecter à petit a, on va lui affecter le maximum de a fois b. Donc le maximum entre a fois b, b fois c, et enfin c fois d plus p. C
fois D. Oups, j'ai du mal avec ça. C fois D. Attendez, je vais changer. C fois C fois T plus P. Voilà. Voilà. Et je vais ajouter une quatrième. Alors là, il y a une parenthèse que j'arrive pas à... Voilà, c'est bon. Je vais vous ajouter une quatrième instruction. Quatrième instruction à traduire. Bon, là, vous pouvez reprendre, pour la troisième, vous pouvez reprendre la même, mais au lieu d'utiliser le max, envisagez le minimum, pour voir un peu la différence entre les deux. Alors là, je vais ouvrir une nouvelle page. Quatrième instruction. Celle-là, elle est intéressante. Je pense qu'on va la traiter ensemble. Quatrième instruction. Alors, là, c'est une sorte de boucle. Et à l'intérieur de la boucle, au niveau du bloc de la boucle, on va retrouver un switch case. Donc là, on aura un truc du style repeat. Alors, répéter. Repeat. Alors, case I of 1, 3, 5. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire A reçoit I sur 2, ou plutôt I plus 1, pardon, I plus 1, le tout sur 2, plus A. OK. Donc ça, c'est dans le cas où I a comme valeur 1, 3, 5. Dans le cas où, alors case I, et dans le cas où I a comme valeur 0, 2, 4, qu'est-ce qu'on va faire? Alors A va recevoir, on va affecter à A, on va lui affecter I sur 2 plus A. I sur 2 plus A. Hop, j'ai du mal avec... Il y a cette partie de l'écran qui n'est pas très sensible au tactile. Voilà. Alors, end, ça c'est la fin du switch case. Et là, hop, donc on a notre boucle, on va insérer la condition d'arrêt de notre boucle until I inférieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10. Ou bien A, pardon. Alors, A. Ça encore, j'ai du mal. Voilà. Ou bien A, supérieur strict à 50. Supérieur strict à 50. Voilà. Donc là, c'est une instruction qui est quand même assez intéressante à traiter. Donc, je pense pour aujourd'hui, on va traiter la première. Et on va aussi traiter celle-là. Celle-là est intéressante. Et je vais vous ajouter une dernière instruction que vous pourrez traiter chez vous. Instruction 5. Alors, cette instruction est intéressante parce qu'elle implique l'utilisation de vecteurs, de tableaux. Donc là, on a un begin. On a un begin. Une déclaration de vecteur. Integer. Pareil. Donc là, nous avons les deux bornes de notre tableau, A plus B. Et nous avons une boucle qui permet d'exploiter ce tableau. Donc là, en l'occurrence, c'est une boucle for. Donc for I, qui va de A jusqu'à A plus B. Jusqu'à A plus B.
Alors là, on a l'instruction suivante. V de I. Alors on a V de I. Il va recevoir V de I. Il va recevoir V de I plus V de AB. Plus V de A plus B. Voilà. Cette instruction aussi est intéressante à traiter. Donc là, vous remarquez que pour ce premier exercice, on se contente de traduire nos instructions en quadruplé. Alors pour l'exercice 2 de cette série, par contre là, ce qu'on va faire, on va non seulement... Alors la question que je vais vous poser, elle sera un peu différente, mais elle va impliquer beaucoup plus de travail. Quand on vous demande de traduire des instructions en quadruplé, il suffit de donner une forme différente aux instructions, sans fournir les routines qui permettent de les générer. D'accord? Cependant, lorsqu'on vous demande de donner un schéma de traduction, là c'est différent. Un schéma de traduction, si vous vous rappelez, on avait vu ça en cours, ça implique la rédaction d'une grammaire sémantique, ça implique la rédaction des routines qui permettent enfin de générer ces quadruplés. C'est important de faire la distinction entre les deux. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous donner quand même enfin, pas tous les exercices, mais un ou deux exercices qu'on va traiter la prochaine fois et que je vous demande sérieusement de préparer chez vous. Alors, je vais vous donner tout de même exercice 2. Ça vous donnera la possibilité de préparer ces choses-là chez vous. Alors, exercice 2. Alors, exercice 2, vous remarquez que la question elle est légèrement différente, mais ça implique plus de travail. Voilà ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander de... Alors, soit l'instruction suivante, soit l'instruction suivante. Alors là, on a une instruction relativement simple, donc je vais me contenter de l'écrire directement. Execute. Donc on a une instruction à exécuter. Alors, execute provided une condition donnée. Donc en gros, c'est une sorte condition. Donc, en gros, c'est une sorte de if. D'accord? Donc on exécute cette instruction si la condition est valide. C'est juste que l'écriture est un peu différente. Alors, soit l'instruction suivante, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de donner le schéma de traduction, donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé. Et là, on est obligé de préciser le type d'analyse sur lequel on se positionne, parce que si c'est une analyse ascendante ou descendante, selon le type d'analyse, on aura une grammaire sémantique différente. Okay? En se basant sur une analyse, par exemple, ascendante. On va mettre ascendante. Okay? Voilà. Donc là, c'est une question qui va vous obliger de passer par toutes les étapes du schéma de traduction. Okay? On va prendre une autre instruction, soit l'instruction on va essayer de prendre une instruction intéressante. Bien, prenons celle-là. Soit l'instruction ID reçoit moyenne, et là j'ai un certain nombre de paramètres qui en réalité correspondent à expression 2, expression, un certain nombre d'expressions. Et pareil, c'est la même question
Donc, donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé en se basant sur une... Alors là, par contre, je vais faire une petite... pour changer un peu. Alors, je vais l'écrire, c'est pas grave. Donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé en se basant sur une analyse descendante. OK? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 2 qu'on va traiter normalement la prochaine fois. Très bien. Alors, revenons à notre exercice 1 et revenons à notre toute première question. Traduire les instructions suivantes sous forme de quadruplé et intéressons-nous à notre première instruction. C'est une instruction d'affectation avec un certain nombre d'opérations arithmétiques. Alors là, il faut s'intéresser à un concept trivial en l'occurrence, c'est bien entendu tout ce qui est lié à l'associativité et la priorité. Donc là, ce qui est important de faire, c'est de définir quelles sont les opérations prioritaires, qu'est-ce qui va s'exécuter en priorité. Donc il faut définir l'ordre d'exécution des différentes opérations. Une fois l'ordre établi, le reste, c'est un jeu d'enfant. Okay? Donc là, en l'occurrence, quelle est la première opération qui va s'exécuter? C'est bien entendu cette opération. Pourquoi? Parce que là, vous remarquez qu'entre ces trois blocs d'éléments, on a une opération d'addition. L'addition est associative gauche. Et donc, c'est cette première expression arithmétique qui va s'exécuter. D'accord? Donc, on va commencer par ce bloc. Par la suite, on aura le second bloc, celui-là, qui va s'exécuter. Et enfin, on aura ce dernier bloc qui va s'exécuter. Okay? Maintenant, une fois les blocs d'opération déterminés, on va s'intéresser à chaque expression arithmétique, à son calcul interne. Donc là, en l'occurrence, pour notre premier bloc, donc quelle est la première opération qui va s'exécuter? C'est bien entendu la multiplication. Donc celle-là, la multiplication est plus prioritaire que l'addition. Donc on va calculer B fois C et le résultat, on va le sommer avec petit a. Okay? On va commencer avec la première opération. Je vais ouvrir une nouvelle page. La première opération, du coup, on va calculer B fois C et le résultat, on va le sommer avec A. Okay? Alors, la nouvelle page, je crois que je l'ai perdue. Première opération. Donc là, du coup, on va créer notre premier quadruplé. Donc là, on aura une multiplication entre B et C. Le résultat, on le met dans une variable temporaire T1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme entre petit a et le résultat de notre multiplication et on met le résultat dans T2. Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser au deuxième bloc d'expression arithmétique et au niveau de ce deuxième bloc, les parenthèses donnent toujours la priorité et du coup, on va commencer avec ce qu'il y a entre parenthèses et comme la multiplication est encore prioritaire par rapport à l'addition, donc on va calculer B fois C, le résultat, on va le sommer avec D et enfin, on fera la soustraction avec F fois G. Ok, j'espère que vous me suivez. Bien, donc là, on va poursuivre avec B fois C. On va mettre le résultat dans T3. Par la suite, on va additionner tout ça avec D. D'accord? Le résultat, on va le mettre dans T4. Et par la suite, avant de faire la soustraction, je suis obligé de calculer F fois G. Et donc F fois G, on va le calculer tout de suite. Donc là, on aura
une multiplication entre f et g. Le résultat, on va le mettre dans une variable temporaire t5. Et là maintenant, on est en mesure de calculer la soustraction entre quoi et quoi? Entre T4, qui contient l'addition de B fois C avec D, et T5. Donc là, on aura T4, hop, T5, et le résultat, on va le mettre dans T6. Revenons à notre formule, enfin à notre instruction. Donc là, vous remarquez que j'ai 3 blocs d'instructions qui sont séparés par une somme. La somme est associative gauche. Donc on a calculé le résultat de la première expression arithmétique, le résultat de la seconde expression arithmétique. Et maintenant, avant de calculer le résultat de la troisième expression arithmétique, on est obligé de calculer la somme, cette somme, avant de pouvoir passer au dernier bloc. OK? Donc là, je vais ouvrir je préfère ouvrir une nouvelle page. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer la somme des 2 premiers blocs. Donc on aura une addition qui va se faire entre T4 et T6. On va mettre tout ça dans T7. Une fois ce travail fait, maintenant on peut calculer cette multiplication, c'est-à-dire du troisième et dernier bloc. Une fois la multiplication calculée, il suffira de faire la dernière somme. Okay? Donc là, on aura une multiplication entre f et g. On va mettre tout ça dans T8. Okay? Par la suite, on aura une multiplication entre T8 et le D. On va mettre tout ça dans T9. Et enfin, la dernière opération, on aura une somme, une addition, pardon, entre T9 et T7. Okay. On va mettre tout ça dans T10. Il nous reste un dernier quadruplé, il ne faut pas l'oublier, qui correspond à l'affectation vers la variable A. Donc là, on aura une affectation T10 petit a. OK? Voilà, vous voyez, c'est très simple. Il suffit juste de se concentrer, de ne pas faire d'erreur, de bien garder en tête les propriétés de priorité, c'est très important, et d'identifier l'ordre dans lequel les opérations sont exécutées. Par la suite, la traduction se fait d'une manière mécanique. Okay. Alors, la deuxième instruction et la troisième, je vous laisserai les traiter chez vous. Par contre, on va s'intéresser à la quatrième instruction. Là, on va s'intéresser à la quatrième instruction. Là, ce qui serait intéressant de faire pour cette instruction, c'est déjà d'essayer de bien comprendre la sémantique de l'instruction. Donc là, ce que nous avons une sorte de switch case à l'intérieur d'une boucle. Okay? Donc, si la valeur de i est égale à 1, ou bien 3, ou bien 5, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter A reçoit i plus 1, etc. Et c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter le deuxième bloc d'instruction qui correspond au cas où le i est égal à 0, 2 et 4. Donc, si le i est égal à 0, 2 ou 4, on va exécuter A reçoit i sur 2 plus A. Et ce traitement-là, on va le répéter tant que i est inférieur ou égal à 10 ou bien A est supérieur strict à 50. Okay? Alors moi, ce que je vous propose, avant d'aller directement vers les quadruplés, je vous propose d'essayer de simplifier l'écriture de cette instruction et de poser déjà, on va dire, les principaux points d'arrêt, okay, sur lesquels on devrait se concentrer. Ça va faciliter l'écriture des quadruplés, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de simplifier l'écriture de la sorte. Et moi, j'aime bien passer par cette étape intermédiaire, ça permet de faciliter les choses. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste réécrire notre instruction d'une manière un peu plus simple pour être sûr d'avoir bien compris les choses. Alors la première étape, j'ai un switch case. En réalité, un switch case, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un if. Donc là, j'ai un if. Alors, if i
est égal à 1. OK? If I est égal à 1. Or, I est égal à 3. Voilà, on n'est pas obligé de tout écrire. Alors, then, qu'est-ce qui va se passer? On aura petit a qui va recevoir, donc là en gros c'est le premier bloc d'instruction, d'accord? C'est i plus 1, etc. Voilà, etc. Donc ça c'est le premier bloc d'instruction. Maintenant, si ce bloc d'instruction est exécuté, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers la fin. Pas la fin de toute l'instruction, mais vers la fin du use case. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre goTo. Donc c'est juste des labels que je donne. Hein. goTo. Je vais appeler ce label fin case. Fin case. Pour dire fin du switch case. Okay? Juste après ce label, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement le deuxième cas du switch case. C'est-à-dire lorsque i est égal à 0, ou bien, voilà, donc il y a d'autres valeurs. Then, qu'est-ce qui va se passer? Then, donc là, on aura A qui va recevoir, je crois, I sur 2, voilà, etc. À la fin de ce deuxième bloc d'instruction, c'est là où se situe le label fin case. Donc c'est là où j'ai mon fin case. Fin case. Donc, ça va être compliqué. Voilà, fin case. Par la suite, je dois faire un autre test pour savoir si je dois boucler sur ce traitement ou pas. Alors cet autre test, ce n'est autre qu'un if en réalité. La condition de la boucle repeat, en réalité, ce n'est juste qu'un if. Et donc là, je vais avoir un autre if. Alors, je ne sais pas si je peux écrire avec ça. Oups. Voilà, je vais changer de couleur. Super. Alors là, on aura un autre. Alors, si je vais changer de couleur, ça va. Non, je préfère écrire en rouge. Donc là, on aura un autre if. C'est un repeat until, c'est-à-dire que si la condition est vérifiée, je m'arrête. Donc, if le i, alors je vais juste vérifier c'était quoi la condition, inférieur ou égal à 10. If i inférieur ou égal à 10, or, ou bien a supérieur strict à 50, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais à la fin. goTo, fin. goTo, fin. Voilà. goTo, fin. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que i est soit supérieur strict à... Non, c'est-à-dire que i doit être supérieur strict à 10 et a inférieur ou égal à 50. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reboucler, c'est-à-dire refaire mon switch case. Alors là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un goTo vers le début. OK? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un goTo. Donc je vais ajouter un goTo début. Où se trouve l'étiquette début? Oups. Étiquette début. Alors, l'étiquette début, elle se trouve bien entendu à ce niveau-là, début. Oups. Voilà. Très bien. Et l'étiquette fin, qu'on n'a pas encore définie, elle se trouve à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'est une réécriture de notre instruction. D'accord? Donc c'est exactement la même chose que ce qui est écrit là. C'est juste une réécriture qui se rapproche un peu plus, qui facilite l'écriture de nos quadruplés et qui nous remet un peu dans le mécanisme de fonctionnement des quadruplés. C'est-à-dire, au niveau des quadruplés, la notion de, enfin, pas uniquement des quadruplés, mais du code
qui se rapproche du code machine, cette notion de boucle n'existe pas. Cette notion de switch case n'existe pas. Même le if en tant que tel n'existe pas. Alors, toutes ces instructions de haut niveau sont traduites concrètement par des vérifications arithmétiques et des branchements uniquement. Donc, en gros, c'est des BZ, BNZ, BNE. Ce sont les fameux opérateurs de comparaison qu'on a vus hier. OK? Et donc, il faut traduire ces choses-là. Et comment les traduire? En l'occurrence, pour cette instruction, on les traduit de la manière suivante. Donc, j'ai un switch case, en réalité, c'est un if. Donc, je teste si mon i est égal à 1 ou bien 3 ou bien, voilà, il y a une autre valeur. Alors, j'exécute mon bloc d'instruction. Maintenant, si j'exécute mon bloc d'instruction, donc le switch case est terminé, qu'est-ce que je fais? Je fais un goto vers la fin du switch case. Pour l'instant, je ne connais pas quelle est cette adresse. Donc, je mets un label, je l'appelle fin case. OK? Par la suite, j'ai mon deuxième bloc du switch case, if i égale à 0 ou 2, etc. J'ai mon bloc d'instruction. Maintenant, si je l'exécute, c'est bon. Je me retrouve au niveau de la fin de mon switch case. Il se trouve que mon adresse logique de fin de switch case est à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on nous avait demandé, par exemple, de rédiger non pas uniquement les quadruplés, mais le schéma de traduction, dans mes routines sémantiques, comme on l'a fait hier, je serais obligé de mettre à jour mes quadruplés avec l'adresse logique. OK? Vu qu'il y a une boucle qui englobe tout ça, donc lorsque je sors de mes deux blocs d'instruction, j'ai un test, le test de la boucle. Donc si le i est inférieur ou égal à 10 ou supérieur à 50, à ce moment-là, on sort de la boucle. Donc je vais à la fin. GoTo fin, en réalité, va juste me permettre de sauter un GoTo. C'est lui qui permet en réalité de boucler. OK? Parce que si je n'exécute pas le GoTo fin, ben, je vais tomber directement sur le GoTo début. Et le GoTo début va me rebrancher vers le début du switch case. Okay? Donc ça, c'est une sorte de code intermédiaire. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour rédiger nos quadruplés. Donc c'est une traduction directe en utilisant tout simplement nos fameux, comment est-ce qu'on appelle ça, opérateurs de comparaison, BE, BNE, qu'on a vu hier. OK? Alors, ouvrons une nouvelle page. On va commencer par le premier quadruplé. Alors, le premier quadruplé, il correspond donc à la vérification de la valeur de i si elle est égale à 1. Alors, vu qu'on a un ou entre les différentes, c'est un switch case, donc il y a un ou entre les différentes valeurs. Si la valeur de i est égale à 1, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas lieu de vérifier le reste des conditions, c'est-à-dire i est égal à 1, je vais directement exécuter mon premier bloc d'instruction. OK? Et donc là, ce qu'on va faire, donc là, on aura notre premier quadruplé. Donc, il va contenir BE. Donc BE, c'est un opérateur de comparaison. Donc, où on va comparer i avec 1. Donc si i est égal à 1, qu'est-ce que je fais? J'exécute mon premier bloc d'instruction. Bon, là, je vais juste, on va lui donner un label. Je vais l'appeler choix. Je vais l'appeler choix 1. Okay. Choix 1. Par la suite, donc si ce n'est pas le cas, rien ne va se passer et on va vérifier i avec 3. Donc si ce n'est pas le cas, rien ne va se passer. On va continuer à avancer dans nos quadruplés. On va vérifier i avec 3. Alors là, pareil, si i est égal à 3, on va passer directement vers choix, toujours vers choix 1. Okay. Par contre, là, ce qui est intéressant, dans le cas où, lorsqu'on arrive à la dernière vérification, okay, alors je préfère utiliser ce code-là. Lorsqu'on arrive à la dernière vérification, c'est-à-dire on va vérifier si i est égal à 5 ou pas. Alors là, essayez de réfléchir une seconde et de vous poser la question, est-ce qu'il serait plus intéressant de vérifier si i est égal à 5 ou bien est-ce que i est différent de 5? Parce que si i est égal à 5,
en réalité, il n'y a rien à faire parce que l'exécution étant ce qu'elle est, c'est-à-dire le fait qu'elle soit séquentielle, va aller automatiquement vers le quadruplé suivant. Et donc, elle va automatiquement aller vers le choix 1, c'est-à-dire le premier bloc d'instruction. Okay? Et donc là, ce qui serait intéressant de faire, c'est de checker, de vérifier l'inverse, le contraire, c'est-à-dire de voir est-ce que i est différent de 5. Dans le cas où i est différent de 5, ça veut dire que déjà si on est arrivé à la dernière vérification, ça veut dire que la première vérification n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que i était différent de 1, i était différent de 3, et on est à la dernière vérification, si i est différent de 1, différent de 3 et différent de 5, alors là il y a une action à faire. Quelle est l'action à faire? C'est d'aller directement vers la fin du premier use case. Pardon, pas use case. Premier switch case. D'accord? Donc là, ce qui serait intéressant de cibler, il faut toujours cibler la vérification qui implique une action. Ok? Là, vérifier si i est différent de 5, elle implique un jump, elle implique un saut. On va faire un go-to pour sauter le premier bloc d'instruction qui correspond au premier switch case. Okay? Vérifier si i est égal à 5 ne sert pas à grand chose parce qu'au final, il n'y a rien à faire. Même si i était égal à 5, on serait dans tous les cas passé par le premier groupe d'instructions qui vient juste après. Donc, il faut toujours garder en tête l'importance du choix des vérifications à faire. Okay? Donc là, pour ce dernier quadruplé, ce qu'on va faire, donc là, du coup, on va utiliser BNE au lieu de BE. Donc là, on va utiliser BNE au lieu de BE. Et on va vérifier I avec 5. Donc, comme je disais, si I est différent de 5, donc là, on va aller vers, on va appeler ça fin 1, c'est-à-dire fin du premier bloc d'instruction. OK? Par la suite, donc là, il suffit de dérouler les quadruplés du premier bloc d'instruction. OK? Après, je vais le faire au niveau d'une nouvelle page. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Donc, je crois qu'on a une addition. Donc, on a i plus 1. I plus 1, on va mettre tout ça dans une variable qu'on va appeler T1. Donc, ça, c'est le quatrième quadruplé. Très bien. Par la suite, donc on aura une division. Donc, on va reprendre le résultat qui se trouve dans T1. Et on va diviser par 2. On va mettre tout ça dans T2. Et sixième quadruplé. Très bien. Donc là, on va mettre donc une addition. On va, hop. Donc là, je vous laisse vérifier par vous-même. On va additionner petit a avec T2 et on met le résultat dans T3. Et enfin, nous avons une affectation. Donc ça, c'est le septième quadruplé. Nous avons une affectation. On va affecter T3 au niveau de 1. Okay. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant par contre, vous remarquez que dans le cas où i est égal à 1 et dans le cas où i est égal à 0, on va faire un branchement vers choix 1, qui est un label. Or ici, on a retrouvé l'adresse logique de ce label. En l'occurrence, choix 1 correspond à l'adresse logique 4. Choix. Donc on remonte ici et on va mettre 4. Voilà. De même ici. 4. Très bien. Maintenant, avant d'aller vers la vérification du deuxième bloc de notre switch case, il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas enchaîner directement avec le deuxième switch case. Pourquoi? Vous remarquez que si le i est égal à 1,
ou bien à 3, ou bien à 5. Donc j'exécute mon premier bloc, mais je ne peux pas exécuter le second. Et du coup, il me faut un branchement, ce qui équivaut à notre goTo fin case. Notre goTo fin case va se traduire par un branchement vers la fin de notre switch case, même si on ne connaît pas pour le moment l'adresse logique qui correspond à cela, mais on va tout de même l'injecter, on va tout de même l'intégrer. Alors ça va correspondre à notre 8e quadruplé. Hop. On va mettre BR. Et alors là, on va mettre un label. Okay. On va appeler par exemple le fin case. Et pour le moment, on ne connaît pas l'adresse logique qui correspond à cela. Okay. Par la suite, on va refaire exactement le même traitement qu'on a fait avec le premier switch case. Donc là, je vais aller un peu vite. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura un BE pour les deux premières vérifications. Donc BE I 0. Donc là, ça correspond à notre 9e quadruplé. 10e quadruplé. Donc pareil. BE. Donc I. On le compare avec 2. Voilà. Alors là, pour les labels, donc, on avait mis choix 1 pour le premier bloc. Donc là, forcément, on va mettre choix 2. Voilà. Et pour la dernière comparaison, donc là, pareil, on va utiliser BNE à la place de BE. Donc, pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour le premier bloc. Donc BNE, et là on va comparer I avec 4. Maintenant, dans le cas où I est différent de 4, on va aller vers fin 2. Fin 2, qui correspond à quoi? À la fin du deuxième bloc switch case. Okay. Maintenant, par la suite, donc, on va automatiquement enchaîner avec les instructions qui correspondent à notre deuxième switch case. Donc là, en l'occurrence, on aura pour notre 12e quadruplé. Donc on aura une division de I par 2. Le résultat, on va le mettre dans T4. Par la suite, on a une somme entre T4 et petit a. Le résultat, on va le mettre dans une variable temporaire. Donc là, c'est séquentiel. T4, T5, T6, etc. Et enfin, on va affecter tout ça à... On va affecter à petit a. Okay. Avant d'aller plus loin, donc là, vous remarquez qu'on branchait notre curseur d'exécution vers le début du bloc d'instruction du deuxième switch case. Et donc là, en l'occurrence, on a retrouvé l'adresse logique qui correspond à cela. C'est bien entendu le 12. Choix 2. Et donc là, choix 2, en réalité, correspond à, peut-être qu'on va le mettre en bleu, correspond à l'adresse 12. Correspond à l'adresse 12. Très bien. Maintenant, là, c'est une partie intéressante qui va s'occuper de la boucle repeat. Concernant notre boucle repeat, alors là, le principe est très simple. Donc là, vous remarquez, pour notre boucle repeat, alors, c'est une boucle repeat until, c'est-à-dire dans le cas où i est inférieur ou égal à 10, ou bien a supérieur strict à 50, go to fin. C'est-à-dire, on fait un branchement directement vers la fin. OK? Donc, on va écrire ça. Est-ce que j'aurai de la place? Non, je préfère ouvrir une nouvelle page. Hop. Quadruplé 15. Hop. Alors là, on va utiliser BLE. Donc, BLE, alors si ma mémoire est bonne, BLE, c'est pour justement inférieur ou égal. Donc, BLE I
10. Voilà, donc si i est inférieur ou égal à 10, on va aller directement vers la fin. Donc la fin de toute notre instruction. On sort de la boucle. Donc là, je vais mettre fin. Okay. Quadruplé 16. Donc là, on a un ou, c'est-à-dire que si le i est inférieur ou égal à 10, ou bien le a est supérieur strict à 50, alors BG, c'est ce qui correspond à supérieur strict. Alors BG à 50. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre fin. Avant d'aller plus loin, alors là, vous remarquez que 15, le quadruplé 15, correspond en réalité à la fin du bloc 2, c'est-à-dire à la fin en fait, ça correspond à la fin du switch case et en même temps à la fin du bloc 2 du switch case. Et donc là, on avait utilisé, je crois, voilà, ici, on avait utilisé fin 2, c'est ce qui correspondait à la fin de notre second switch case. Et donc là, en réalité, ça correspond à l'adresse logique 15. Fin 2. Et donc là, on va remplacer ça par 15. Très bien. OK. Voilà. Maintenant, dans le cas où 10 est supérieur, non, pardon, dans le cas où i est supérieur strict à 10 et a est inférieur ou égal à 50. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? La boucle est toujours valide. Si la boucle est toujours valide, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rebrancher au tout début de mon instruction. C'est-à-dire, je dois me rebrancher au niveau de quoi? Au niveau de mon premier quadruplé. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une étiquette. Bon, peut-être qu'on va continuer à procéder dans le sens avec lequel on avait procédé durant tout l'exercice. Donc là, je vais ajouter un dernier quadruplé 17. Donc c'est un quadruplé de branchement. Quadruplé de branchement, je me branche vers quoi? Vers le début. Et je me branche vers le début. Le début correspond à quoi? On connaît son adresse logique, c'est 1. Donc, le début correspond à l'adresse logique 1. Début. Donc là, je reviens à ce niveau-là et je vais mettre 1. Et enfin, j'ai mon dernier quadruplé 18, donc qui correspond en réalité à une autre instruction et qui correspond à l'étiquette fin. Donc là, je vais mettre 18. Et ici, je vais mettre 18. Très bien. Donc là, je pense qu'on a remplacé tous nos labels par les adresses logiques correspondantes. Très bien. Voilà. Donc voici nos quadruplés qui correspondent à l'écriture élémentaire de l'instruction qu'on a faite. Donc on va juste passer en revue rapidement les quadruplés. Donc là, j'ai les 3 premiers quadruplés, donc qui tout simplement vérifient la valeur de i pour voir si on se branche sur le premier bloc d'instruction ou pas. Donc si c'est le cas, j'ai mon premier bloc d'instruction. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'ai un branchement vers fin 1. Alors fin 1 se situe à quel niveau? Elle se situe à ce niveau-là. Alors fin 1, je crois qu'on a oublié fin 1. On n'a pas mentionné. Alors, fin 1, on va aller donc tout simplement jusqu'à... Donc, je saute le premier bloc d'instruction, je saute ce branchement, donc ça sera au niveau... Ah, tiens, on avait oublié. Ça sera au niveau du quadruplé 9. Alors, 9 correspond à fin... correspond à fin... Très bien. Alors ici, on remonte... 1, ça correspond au quadruplé 9. Très bien. Pardon. Alors, on continue. Notre premier bloc d'instruction. Lorsque je termine ce premier bloc d'instruction, bien entendu, je saute, je vais aller vers le
vers la fin de mon use case. Et la fin de notre use case, je crois qu'on a encore oublié de le signaler à ce niveau-là. Donc, la fin de notre use case, en réalité, c'est à ce niveau-là. Ça correspond au début du check de la boucle. Donc là, fin 2 et aussi fin case. Donc ça, c'est le quadruplé 15. Très bien. On a oublié de le remplacer. Super. Par la suite, on reprend le même principe, donc les mêmes vérifications pour le deuxième switch case. On enchaîne avec le bloc d'instruction du second switch case. Et enfin, nous avons les quadruplés qui permettent de checker la condition de la boucle pour voir, bon, tout simplement prendre une décision. Soit je me rebranche vers le tout début de mon switch case, ou bien je laisse couler vers la fin de mon instruction. Okay? Voilà, donc ça c'était pour ce deuxième exemple. Alors, j'insiste vraiment sur le fait que vous fassiez vous-même ces exercices, hein, parce que sinon ça ne servirait pas, ça ne servirait pas à grand-chose. Et aussi une dernière remarque, faites attention à la question qu'on vous pose. Donc, si on vous demande de traduire une instruction sous forme de quadruplé, vous faites comme on vient de faire. Okay? Maintenant, si on vous demande, comme l'exercice 2, si on vous demande de donner le schéma de traduction d'une instruction, alors là, il y a un peu plus de travail à faire. Donc, il faudra donner la grammaire sémantique, et donner les routines qui permettent de générer les quadruplés qu'on vient de faire. Donc, vous voyez le travail qu'on vient de faire. C'est un travail manuel, on les a générés manuellement. Donner un schéma de traduction, vous serez obligé de donner le code qui va générer ces quadruplés. Okay? En gros, c'est ce qu'on a fait hier avec les routines placées au bon endroit et qui vont nous permettre de générer les quadruplés et lorsque cela est possible, de revenir aux quadruplés qui ne contiennent pas d'adresse logique et de compléter ces quadruplés avec les adresses logiques correspondantes. Ok? Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.